bonjour à toi, petit spectateur de YouTube, ou petite spectatrice, ma foi. Donc, bienvenue dans cette dernière vidéo de présentation, étant donné qu'avant, on a fait la partie sur le contexte global et également sur le contexte du JDR en lui-même. Là, on attaque une dernière partie, donc qui va être la présentation simplement d'une part des règles qui vont être inhérentes à ce JDR, et d'autre part de la manière dont vous allez pouvoir suivre les aventures. Donc, c'est un jeu de rôle, voilà. Donc un jeu de rôle qui dit jeu de rôle dit narration partagée. J'ai justement deux des joueurs avec moi pour qu'on discute simplement tranquillement des règles, etc. Narration partagée parce que je vais un petit peu donner la ligne directrice de l'histoire, mais les joueurs vont énormément influer sur celle-ci. S'il est vrai que je décris plus ou moins une certaine trame narrative, en fait, sans les apports des joueurs, on ne pourrait clairement pas là parler d'expérience narrative partagée. C'est vraiment eux qui pilotent en arrière-plan l'intégralité de l'intrigue. C'est pas eux qui vont faire les décisions de le monde ressemble à ça, mais c'est eux qui vont faire les choix de comment est-ce qu'ils interagissent avec celui-ci. Je leur donne un cadre, ils réagissent en fonction. Et nous avons un chat pour faire un maximum de vues. Ouais. Sachez que même si ce jeu est extrêmement narratif, il y a une partie règle, parce que oui, dans jeu de rôle, il reste tout de même jeu. Celles-ci sont très limitées, et tout va se résoudre au dé quand situation d'aléatoire il va y avoir. Toutefois, on a quelques petites subtilités qu'on va expliquer d'un point de vue spectateur pour que vous ne soyez pas perdu au moment du visionnage. Retenez toutefois, bien évidemment, que les règles sont seulement minoritaires, et on peut très bien, sans connaître les règles, suivre l'histoire. Donc nos statistiques, donc ce qui va influer énormément sur nos jets de dés. Donc par exemple la force, la dextérité, tout ça. Ça fonctionne aussi entre guillemets comme nos points de vie, puisqu'on n'a pas de véritable vie à proprement parler, mais dès qu'on va recevoir des coups, que ce soit des coups mentaux, physiques, ce genre de choses, on va perdre des statistiques. Ce qui implique que plus on, enfin, tant que tout va bien se passer, on va avoir des bons jets. On va avoir de bonnes grosses chances de réussite. On va typiquement, dans la plupart des cas, bien entendu, parce que bon, on a vu en pratique que ça s'est pas trop passé. Faut pas déconner. Voilà. Typiquement, on est censé bien fonctionner jusqu'à ce que, mais à chaque fois qu'en fait on va recevoir un coup, ça va en même temps réduire nos chances de réussite dans certaines actions, tout ça, ce qui donne un système qui honnêtement, après y avoir joué un peu, c'est un système très intéressant parce que personnellement, je flippe beaucoup plus de recevoir un coup que si c'était un système normal, parce que autant genre perdre 10 points de vie quand tu te prends une mandale, bon, c'est une sacrée mandale, mais voilà quoi. Grosse mandale. Ça t'impacte, mais tu te dis pas. Enfin, c'est genre pas, t'as perdu 5 de force sur la mandale et t'es en mode bah cool, maintenant j'ai 25% de chance en moins de réussir mon jet qui était à 20 à la base. Après, pour compléter, moi je dirais surtout que c'est un système qui permet d'être un peu plus aventureux quand même, dans le sens où c'est pas juste ta jauge de PV qui va baisser point, c'est juste que là, tu vas moins réussir dans une stat, mais c'est pas interdit de perdre un peu de points, tu vois. C'est pas trop grave en soi de perdre un peu de points. Si par exemple c'est pas ta stat principale, tu peux te dire je vais tanker un coup, au pire je serai un peu handicapé, mais c'est pas grave, je pourrais toujours faire de la magie par exemple, tu vois. Là où quelqu'un par exemple qui est un guerrier, lui, bah il perdra juste pas vraiment de points en constitution, vu que de base il a une bonne constitution, donc ça veut dire que ses jets de défense seront plus bons de base, donc il perdra moins de points, donc c'est mieux pour lui. Et je trouve que par contre ça a réussi à pas non plus aller au point où ça trivialise complètement ce genre de truc, genre t'as pas le magicien qui se dit bon bah je vais prendre tous les malus de force parce qu'il y a rien à foutre. C'est ça. Parce que tu as le concept de seuil critique qui fait que tes stats les plus basses, t'as quand même pas envie de prendre trop cher dedans histoire d'éviter de te trouver sous les seuils critiques. Quand on parle de seuil critique, en fait, donc parce que ce terme vous allez l'entendre plusieurs fois au cours du jeu de rôle, en fait, le seuil critique en fait se définit comme la moitié de la jauge de caractéristiques. Mettons, vous avez 20 en agilité, votre seuil critique sera un seuil de 10. Si vous avez plusieurs stats qui sont en dessous de cette barre, vous allez vous retrouver à perdre connaissance. Et si vous avez une caractéristique qui atteint 0, pareil, vous perdez connaissance.
Dans un autre cas, si vous avez trop de caractéristiques sous le seuil critique ou que vous avez trop de caractéristiques qui atteignent 0, votre personnage va mourir. Après, complétant ces stats, chaque stade, donc il y en a 6, qui sont, si je dis pas de bêtises, constitution, force et Agilité. dernière pour le physique, agilité pour le physique, et conscience, sociale, et j'oublie toujours la dernière aussi, intelligence. C'est ce qui Pour manque le à monde. ton érudit. Exactement, je l'oublie parce que c'est ma principale en fait, c'est vraiment ça. Voilà. Donc ces stats-là, ensuite, sont répartis en chacune 3 sous-catégories qui déterminent des actions plus précises. Par exemple, la force, il y a frapper, pousser, voilà, il y a Pousser, l'intelligence, survie, la et frappe. magie, tout ça. Enfin, Ouais. on va pas toutes les détailler sinon on en a pour une Oui, non, mais, c'est- voilà. Mais le donc principe. c'est pour ça, quand vous entendrez ma personne dire un tel, tu fais un jet de ceci, c'est à ces sous-catégories en fait qu'on va se simplement référer. Toutes vont avoir des petits modificateurs qui vont simplement impacter, ça va donner un autre niveau d'affinage dans les compétences. Jamais on me dira, par exemple, tu fais un test de conscience. Ça va être directement, tu fais un test d'observation. La manière dont les jets sont faits est différente des JDR précédents, si vous avez pu être amené à les visionner. Là, on va fonctionner donc avec un lancement de jet et moi qui vais donner une valeur de difficulté. La valeur de difficulté, par exemple, je vais dire, voilà, tu me fais ce jet avec une valeur de difficulté de 10. Ça veut dire simplement que le joueur doit faire au-dessus de cette valeur de difficulté afin de réussir son jet. Tout simplement, l'échec critique, comme d'hab, c'est quand on fait un 1. Donc, le plus souvent, ça pue de la gueule, jusqu'aux dernières nouvelles. On en a encore eu une preuve sur la séance d'avant que vous verrez peut-être d'ici À peine. une dizaine de semaines, comparé à cette vidéo. Bref. Donc l'échec critique, donc quand on a un 1, c'est tout simplement le pire résultat possible pour l'action. Je pense que c'est la meilleure façon de le décrire. Oui. C'est ça. Et l'action devient aussi parfois incontrôlable. Oui. Bah, la plupart du temps quand on parle de magie, typiquement. Et c'est là que ça devient marrant, genre là où un archer par exemple en échec critique, en échec tout court il va juste rater sa flèche va tomber comme une merde, en échec critique il va réussir à faire un tir parfait sur un allié par exemple. Ouais. Ou alors son arc, la corde va céder et il se retrouve sans arc. Ouais, ou voilà, j'ai des trucs très désastreux. Voilà. C'est genre le pire qui puisse arriver, quoi. Sachant que bien évidemment, dans ce jeu-là, il n'y a pas de table prédéfinie où on va dire un échec critique sur telle action, on va faire ça. C'est purement de l'interprétation sur le moment, et donc du coup, c'est en cela que on peut considérer qu'on est dans une expérience extrêmement narrative. Il y a au final très peu de règles. Là, on vous exprime les bases afin que vous puissiez comprendre en fait simplement comment se déroule une séance de notre point de vue et que vous ayez quelques éléments de compréhension pour vous ce que vous voyez, mais sachez que les règles sont très peu prédominantes comparées à la partie narration qu'on a pu développer simplement dans les 2 vidéos précédentes. Et pour ce qui est de la réussite critique, donc déjà comme toute autre forme de réussite critique, c'est typiquement on obtient le meilleur résultat qu'on pourrait avoir via cette action. C'est d'ailleurs un des autres trucs que je trouve assez intéressant, parce que faire une réussite critique dans ce système en fait va nous donner un bonus de plus 1 permanent à ce genre de jet. Par exemple, mettons que je fais un test de frappe, que je fais un coup critique dessus, donc là en l'occurrence il faudrait que je fasse un 19 sur mon D19, puisque j'ai 19 en force, eh bien je gagnerai un plus 1 permanent au test de frappe, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je lancerai mes jets, j'aurai en plus un bonus de plus 1 qui m'a été donné par mes critiques. Et ce qui est intéressant là-dessus, ça fait que foncièrement nos stats les plus basses, ben il y a un certain côté plus risqué parce qu'on a quand même beaucoup plus de chances de faire des résultats bas, mais aussi des beaucoup plus grosses chances de coups critiques dessus. Ça offre un potentiel de croissance beaucoup plus élevé à nos stats les plus basses, là où nos stats les plus hautes sont hautes par définition, mais vont typiquement rester plus stagnantes. Et c'est quelque chose que je trouve très intéressant, parce que typiquement on apprend beaucoup plus sur quelque chose qu'on est mauvais parce qu'on a beaucoup plus à apprendre. Sans enlever au principe du si t'es intelligent, t'as plein d'intel et donc tu réussis mieux tes jets, ça permet aussi et surtout pour des personnages un peu plus spécialisés qui veulent quand même tirer des stats secondaires, entre guillemets, de s'en sortir. Exemple tout con, le jet d'observation, il est dans conscience, qui englobe également mental et réflexion. C'est-à-dire qu'un chasseur va pas forcément réfléchir énormément ou avoir une conscience mentale énorme, donc il va peut-être avoir une conscience avec un D8,
par exemple, mais il va avoir peut-être 6 points de bonus dans l'observation parce qu'il a toujours fait ça à l'observation, il connaît détecter les dangers, il sait faire. Donc ce qui veut dire qu'en plus de devoir lancer un D8, donc un D8 avec peut-être une valeur de réussite de 7 par exemple, et ben il a forcément 6 points directement inclus dedans. Ça veut dire que sur certaines jauges de difficulté, ça peut presque inclure des réussites quasi automatiques, malgré qu'on soit sur des niveaux de difficulté presque au bout de la stat, quoi. Et ça, c'est d'ailleurs assez pratique dans certaines situations, notamment des situations où on fait appel à des compétences complètement secondaires. C'est un peu moins utile, par exemple, quand on est sur des compétences principales. Si on est quelqu'un de très intelligent qui, en plus, a poussé la magie à fond, c'est-à-dire que moi, par exemple, mon personnage a typiquement un des 20 en intelligence et plus 4 en magie, bah, si la valeur de difficulté, elle est de 16, j'ai que 4 points de garantie. Donc, il faut quand même que j'aille chercher un 12 au minimum. C'est-à-dire que si je fais en dessous de 12, c'est mort, ça passe pas. Malgré que je sois spécialisé en magie. Et du coup, ça laisse quand même une grande marge d'erreur, malgré qu'on soit censé maîtriser une stat. Donc, ça, c'est ni trop dans l'échec, lol, ni trop dans la réussite abusive. Et j'ajouterais que pour les moments où on a vraiment besoin d'assurer le coup, et ce qui récompense encore plus le fait de s'être bien mis dans une stat en particulier, c'est le point d'héroïsme qui a été changé par rapport à la version d'Origins. Simplement parce que dans Origins, ça s'est notamment vu sur la dernière séance, on avait tendance à un petit peu trop les garder, nos points d'héroïsme. On n'en a pas du tout claqué littéralement 6 dans le final. Hein. Pas du tout. Siegfried, je pense que tu pourras complètement démentir ces rumeurs mensongères. À l'époque, ils étaient une réussite garantie, et maintenant, je te laisse expliquer ce qu'ils font. Tout simplement. Maintenant, un point d'héroïsme, il va... Alors, il y a deux cas. Soit quand tu as un bonus dans les stats, soit quand t'en as pas. Quand tu as un bonus dans une stat, il va doubler ce bonus. Mettons par exemple que moi, personnellement, je vais me prendre une mandale dans la tronche, je veux absolument y résister. Normalement, mon test de résistance, ce serait 1 des 21 plus 5, parce que je me suis complètement spécialisé là-dedans. Genre, mon personnage, le temps. Il va s'en prendre une, il va pas bouger. Mais le truc, c'est que, genre là, le machin a l'air quand même d'être plutôt costaud. J'ai genre zéro envie de me le prendre. Je me dis, je vais claquer un point d'héroïsme. Et mon bonus de plus 5 va se transformer en bonus de plus 10. Ce qui est gigantesque. Sachant qu'en plus, c'est littéralement la moitié de ta stat de base. Ce qui fait que si la difficulté est de 20, il te suffit d'un test de 10 pour automatiquement réussir ton jet. Et ça, c'est très fort. C'est ça. Et ce qui fait que ça récompense en fait des personnages spécialisés, ce niveau système de points d'héroïsme. Mais en même temps, pour contrebalancer que tu te trouves pas que avec que les spécialistes se fassent pas complètement avoir dès que tu sors de leur domaine habituel, t'as le système de stats faibles avec plus de chances de critique qui te font gagner des bonus qui contrebalance pas mal, que je trouve assez élégant. Et juste pour terminer, quand tu n'as pas de bonus et que tu utilises un point d'héroïsme, que je dise pas de bêtises, Siegfried, c'est juste un plus 2, donc tout simplement ça considère comme si tu avais plus 1 et que ça le doublait. C'est ça. Ce qui reste toujours sympa, je veux dire, plus de sur un jet, on va pas dire non. C'est ça. La dernière chose qu'il est nécessaire en tant que spectateur d'avoir à l'esprit, c'est la mécanique du stress. Le stress fait son grand retour et il est là, il frappe fort comme d'habitude. Le stress, c'est quoi? C'est un ensemble de 10 états différents qui se tirent simplement à 1 des 10 dans soit les circonstances de rencontre d'une très grande peur d'un personnage ou un jet particulièrement désastreux qui entraîne des conséquences mentales assez problématiques. Lorsqu'il y a donc ce jet qui va être fait, on va tirer parmi une liste de 10 effets et le joueur va avoir simplement à jouer l'effet de ceci et à appliquer des conséquences négatives pour son personnage. Cela peut être en termes de stats, cela peut être en termes de gameplay pur, et il y a de faibles chances également que cela débouche sur quelque chose de positif. Le stress se déclenche soit lorsque le personnage va subir une série de petites attaques paniques à répétition, donc par exemple son personnage va être mis à rude épreuve mentale par une série de scènes qu'il va traverser, soit lorsqu'il rencontre une de ses phobies. Les phobies, c'est tout simplement des peurs paniques du personnage qui sont définies au moment de la création de celui-ci, qui vont du coup influer la manière de jouer du personnage. Il y a des phobies connues et des phobies inconnues. Les phobies connues sont celles qui sont définies par les joueurs au moment de la création. Je leur ai demandé de mettre 2 phobies pour leur personnage. Et il y a la phobie inconnue qui est une phobie placée par le MJ.
Un des effets de stress peut faire pop une phobie supplémentaire. Un des effets de stress peut amener à développer une phobie supplémentaire. Et donc du coup, cela vient se rajouter à la liste des phobies existantes, augmentant du coup les possibilités de tests de stress en différentes situations. Les effets de stress sont donc cet événement un peu aléatoire mais qui se fait en réponse à des choses de l'environnement notamment, donc notamment aussi à ces fameuses phobies dont on vient de parler. Les phobies sont globalement des choses qui vont leur faire perdre des caractéristiques mentales et tirer un jet de stress lorsqu'ils vont s'y trouver confrontés, soit à les combattre, soit à les expérimenter. On peut gagner toutes sortes de phobies, qui soient bien évidemment en lien avec des situations que les personnages aient vécues. Pour les règles, d'un point de vue spectateur, c'est globalement tout ce que vous avez à savoir. Vous n'avez pas à avoir d'autres éléments pour comprendre simplement ce que vous allez voir. L'interface de jeu, comme vous pouvez le voir, donc sur la gauche il y a les caméras des joueurs, celle du MJ étant tout en haut, et nous disposés en dessous. Il me semble que l'ordre est un peu aléatoire, ça change un peu les séances, ou c'est ça? Alors, il n'a rien à voir d'ailleurs avec notre ordre d'initiative. On a oublié de le dire dans les règles, mais on jette tous un jet d'initiative à chaque début de séance pour déterminer l'ordre des tours dans les combats ou même en général. Les caméras n'ont rien à voir avec ce jet d'initiative, donc voilà, juste au cas où. Ensuite, donc au centre, vous avez la feuille de décor, décor papier. Pour cette saison, on n'utilise plus du tout de support relevant ni rien. Donc, décor papier, les maps sont dessinées. Il n'y a pas forcément des millions de maps, beaucoup plus de descriptions et beaucoup plus de maps un peu imaginées où vous devez vous représenter un peu plus les choses. Les maps papier servent vraiment plus de support dans le sens de placement de personnages, à savoir qui est le plus près de l'adversaire, qui est le plus loin, etc., etc. Quels sont les objets de décor qui sont intéressants à bien comprendre leur position, et voilà. Vous voyez du coup nos tokens qui sont dessus, chacun représenté par des couleurs, les tokens des PNJ, voire des adversaires, s'il y en a. Ensuite, en bas à droite, vous pouvez voir la map, donc la partie du monde sur laquelle on se trouve actuellement. C'est centré en tout cas sur la partie du monde sur laquelle on est actuellement. Ça vous permet d'avoir un repère toujours en direct, de savoir où est-ce qu'on est, parce que comme on fait pas mal de voyages et à très longue distance grâce au Kalian durant ce JDR, c'est quand même pas mal de savoir de temps en temps où est-ce qu'on est. D'ailleurs, sachez que nous-mêmes, les joueurs, on a accès à une carte en ligne sur laquelle on peut mettre des modifications, etc. Et cette carte, d'ailleurs, c'est la carte qui est présentée ou pas, si j'ai pas de... Oui, c'est celle-là. Et donc, cette carte, on va souvent la modifier, on va souvent noter des petites choses dessus. Et nous-mêmes, on en a besoin de la regarder de temps en temps pour bien avoir toutes les choses en tête, etc. Et donc, la seule chose que j'aurais ajouté à ça, c'est que l'élément supplémentaire, c'est que vous avez des animations qui vont s'afficher simplement lorsqu'il y a des lancers de dés, dont les couleurs vont varier simplement suivant si c'est une réussite critique, une réussite simple, un échec simple ou un échec critique, et il va y avoir des animations pour les effets de stress. Lorsque vous avez un petit effet vert aussi également tout autour du plan de jeu, c'est simplement pour vous signaler qu'on est dans une période de rêve, qui est une des phases où simplement les personnages vont avoir parfois des petites visions de ce qui va se passer, ou non, ma foi, et que ils ont simplement à expérimenter cela. Voilà globalement du coup pour cette présentation. J'espère que ça vous aura aidé un peu plus à comprendre de ce qu'il en était, de la manière, d'un point de vue spectateur, que vous puissiez comprendre simplement le cadre dans lequel on joue. N'oubliez pas que c'est majoritairement un jeu narratif, donc vous pouvez le suivre sans spécialement vous préoccuper des règles ou vous préoccuper de l'interface, et simplement écouter l'histoire qui est contée à la fois par moi et par les joueurs. Notamment, on l'a vu qu'en plus, il n'y a pas vraiment un support extrêmement visuel comme Roll20, c'est vraiment des cartes dessinées. C'est même, à mon humble avis, probablement un des jeux de rôle les plus simples à simplement écouter et puis faire un autre truc à côté. Quoi qu'il en soit, moi juste à dire bon visionnage, voilà. Bon visionnage, clairement. Ne souffrez pas trop, gardez vos cheveux sur votre tête, ne les arrachez pas. Alors, conseil comme ça de joueurs expérimentés, vous attachez pas trop à nos personnages, je pense qu'on va aller perdre dans cette séance-là. Et ne croyez jamais ce que dit Mertal. Jamais. Mertal, c'est le tien.